dans cette salle. Jacques Lévinaire, président du Technion de France, va prendre la parole dans un instant. Emmanuel Bacri à la Toledano ensuite. Et à l'issue de cette plénière, vous allez prendre place dans les deux salles, le salon Mail pour IA et médecine augmentée et le salon Neptune pour IA et médecine de précision. Je donne la parole à Jacques Lévinaire et bienvenue. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. C'est un plaisir de se retrouver physiquement après quelques années où les réunions en personne étaient difficiles. C'est donc très agréable de vous voir. On a été obligé de limiter les invitations. Un grand merci à la Maison des Arts et Métiers qui nous accueille. Et un grand merci, avant que j'aille plus loin, à l'équipe du Technion de France, Valérie Sabat et toute l'équipe. Alors, le Technion de France, c'est l'antenne française du Technion, donc l'Institut technologique d'Israël. C'est un institut exceptionnel qui a été fondé en 1912, donc il y a plus de 100 ans, avec des visionnaires comme créateurs, puisqu'ils ont compris que l'avenir tenait dans l'enseignement, la recherche de haute qualité et l'entrepreneuriat. Le résultat n'est pas étonnant. Le Technion est classé parmi les meilleures institutions dans le monde, par des classements objectifs, avec des critères, chacun a ses critères, mais le Technion fait partie des établissements de très haut niveau. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'y aller auront vu un campus exceptionnel avec, on ne peut pas faire autrement à notre époque, dire qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes parmi les étudiants. La minorité arabe est dans la même proportion que celle de la population israélienne. C'est donc un établissement tout à fait intégré dans la société qui à la fois est de très haute qualité scientifique, enseignement et autres. Le Technion a déjà 3 prix Nobel scientifiques internes, plus plusieurs prix Nobel qui ne sont plus au Technion en Israël, mais qui ont travaillé au Technion. Donc vous voyez un établissement de très haut niveau. Alors sur le plan de l'entrepreneuriat, le Technion a été classé 6e par le MIT. Alors, après le MIT, après Stanford, Cambridge, Oxford et Imperial College. Mais sur le plan de l'intelligence artificielle, le classement de Shanghai a classé le Technion au premier rang mondial. C'est donc tout à fait légitime d'organiser cette réunion sur l'intelligence artificielle et la médecine, pas que l'intelligence artificielle, mais en particulier l'intelligence artificielle et la médecine. Et donc, ça va être le thème de cette soirée. Et avant de continuer, donc un petit merci aussi à nos partenaires qui nous ont permis de réaliser cette soirée. Vous voyez sur tous les panneaux, ils apparaissent. Et je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Bacri, qui est près de moi, qui va rentrer un peu plus dans le détail. Je voulais vous présenter un peu comment vous avez le Technion, et je voulais aller rapidement. Un grand merci à vous tous et à bientôt. À tout à l'heure. Bonsoir, merci beaucoup en tout cas pour l'introduction, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré de cette lecture. Donc moi je suis censé introduire cette conférence. Alors donc c'est quelle technologie pour une meilleure médecine? Donc la question elle semble indiquer, elle semble pousser par le fait que la médecine ou la meilleure médecine serait une affaire de technologie. Alors à l'heure où à peu près chaque jour, presque chaque jour, les médias, certains journaux scientifiques, les réseaux sociaux martèlent le fait que ChatGPT réussit mieux les examens de barreau, de droit, de management, de médecine que nos étudiants en médecine. Alors, soit dit en passant,
qu'on soit clair, il s'agit des examens écrits, hein, et il s'agit des examens écrits qui ont été mis en place pour évaluer les humains, pas les machines. Si on faisait un examen sur le sens commun, ChatGPT se ferait massacrer. Voilà. Mais je ne veux rien enlever sur les... Non mais vraiment c'est important, je ne veux pas du tout enlever sur la qualité spectaculaire de la prouesse technologique de ChatGPT, qui est vraiment quelque chose qu'il faut absolument souligner. Simplement, je ne crois pas que ChatGPT saura être médecin. Voilà. Il faut le dire parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, on commence à envisager ce genre de choses. La médecine, je pense, est avant tout une affaire d'humain, où l'intelligence humaine a sa place, et je crois, aura toujours sa place. Je crois fondamentalement en une meilleure médecine, où le médecin, en bonne intelligence, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, en bonne intelligence avec le patient, sera accompagné, assisté, secondé, augmenté par des outils ou un outil d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde sait ce que c'est, enfin, en tout cas, on voit pléthore d'outils qui sortent tous les jours. Je ne vais pas vous surprendre si je vous dis qu'on est à l'aube de la révolution de l'intelligence artificielle, ou à l'aube de l'IA, de la révolution de l'IA en santé, hein, c'est pas une surprise. En fait, ce soir, ce que je voudrais, c'est vous sensibiliser à une autre révolution, une révolution qui me préoccupe particulièrement, et qui occupe notamment le Health Data Hub, dont je fais partie, et sans laquelle je pense que la révolution de l'IA en santé aurait du mal à prendre un véritable essor, à prendre vraiment son envol. Il s'agit bien sûr de celle des données. Les données, c'est au cœur de l'IA, en tout cas de l'IA en santé. Enfin, l'IA en santé, si vous n'avez pas de données, on ne fait pas grand-chose. Et j'aurais tendance à penser que la révolution de l'IA en santé passe surtout, avant toute chose, par d'abord une organisation de bases de données qui soit de qualité, non biaisée, interopérable, je reviendrai sur ce terme-là, facile, avec un accès facile, plus sur une organisation de ce base-là, plutôt que sur de la recherche méthodologique, de la création de nouveaux outils algorithmiques, ce qui est très important. Mais la révolution, je pense, passe plus d'abord par là. Et en fait, si je précise un peu ma pensée, organiser des bases de données de ce type-là à un niveau national ou à un niveau transnational, c'est une révolution déjà en soi. Vous ne croyez pas que c'est simple, ça va prendre des dizaines d'années. C'est une révolution en soi qui aura des impacts absolument phénoménaux sur la santé publique, vraiment phénoménaux. Et, c'est important de le noter, qui ne sera pas des impacts qui ne seront pas forcément liés à l'IA. C'est vraiment ça, il faut comprendre ça. Avec des débats, on peut faire aussi beaucoup de choses. Alors, en tout cas, qui ne sera pas forcément lié à l'IA, on va dire sur court et moyen terme. Peut-être qu'à long terme, ce sera effectivement que de l'IA. Alors, je vous parlais un tout petit peu quand même de l'institution d'où je viens, qui s'occupe de ça, le Health Data Hub, et qui a un groupement d'intérêt public qui a été créé il y a 3 ans dans le cadre de la stratégie nationale de l'IA, et qui a pour mission de faciliter l'accès aux données de santé pour la recherche d'intérêt public. Alors, vaste programme. Pourquoi vaste programme? On a de très belles bases de données de santé en France. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de freins pour y accéder. Et puis, même une fois qu'on y accède, c'est pas si facile que ça. Il va falloir essayer de lever un petit peu ces freins, et elles sont très largement sous-exploitées, ces bases. Alors, je vais nommer juste quelques freins, pour bien comprendre de quoi je parle. Premier frein, les bases sont un peu partout, éparpillées, et c'est très difficile de savoir où et quoi, surtout si vous n'êtes pas expert du sujet. Deuxième frein, la gouvernance. Vaste sujet. Vous avez des gouvernances d'accès aux bases qui sont excessivement hétérogènes, qui peuvent être extrêmement longues. 3 ans pour accéder à des bases classiques. Ça peut être du 6 ans, ça peut être du jamais. Qui peuvent être quelquefois discrétionnaires, avec des problèmes associés à cette gouvernance qui sont souvent, qui peuvent être inextricables, des problèmes de valorisation scientifique ou de valorisation financière, qui sont au cœur de ces problèmes de gouvernance. Troisième frein, j'en ai parlé, je l'ai mentionné, l'interopérabilité des données. Alors, c'est quoi l'interopérabilité des données? C'est un terme un peu technique, mais c'est simplement dire comment est-ce qu'on fait pour travailler avec 2 bases de données, comment on fait pour faire collaborer 2 bases de données. Alors, il y a des choses
simple, entre guillemets, qui est il faut que ce soit sous le même format, ou ce genre de choses. Et puis on peut monter sur une interopérabilité un peu plus haut niveau, et parler d'une interopérabilité plutôt sémantique, et de dire, en fait, vous prenez 2 bases de données sur une pathologie, il faut qu'on s'assure qu'elles parlent rigoureusement de la même pathologie, c'est-à-dire que les codages de la pathologie ont été faits de la même façon, sinon on parle de 2 maladies différentes. Exemple évident, le Covid pendant la première vague. Le Covid pendant la première vague, tout le monde connaît Covid différemment. Je pense que certains d'entre vous doivent penser au... je ne sais pas si vous avez eu vent du scandale du Lancet Journal, un journal extrêmement prestigieux, dans lequel il y a un article où il y a une start-up qui clamait avoir collecté des données de plusieurs dizaines de pays et montrait, de 600 hôpitaux je crois, et montrait que l'hydroxychloroquine n'avait aucun effet. Alors le résultat était bon, mais la méthode était de façon évidente, totalement érodée. C'est impossible de rendre interopérable, surtout en début de Covid, des données de 40 pays. Et sans compter le fait que ça ne devait être absolument pas légal, parce qu'après ces 40 systèmes de gouvernance différents, c'est sûr que c'était fait dans la plus grande illégalité. Alors, ça n'empêche que le résultat était juste. Bon, ça fait un scandale parce que le Lancet a publié ça. Le résultat était juste. Et ensuite a été par contre montré, on a rassemblé des données à des échelles nationales. En France, on a eu une étude qui a montré des bases de données extrêmement importantes pour du suivi de pandémie et pour justement regarder quels sont les effets des médicaments. Et il n'a fait aucun doute après ces études-là que l'hydroxychloroquine n'avait absolument aucun effet. Donc l'interopérabilité, c'est quelque chose de vraiment important. Alors il y a tous ces freins. Et nous, au Hub, on essaie d'apporter notre petite brique pour essayer d'améliorer les choses, de faire en sorte que ces freins soient un peu moins forts. Et en fait, donc, notre mission, elle se décompose en 4 missions. On est le guichet unique d'accès de la pipeline de gouvernance nationale pour accéder aux données de santé. On a mis en place une plateforme à l'état de l'art, aussi bien d'un point de vue de la sécurité, on est une des plateformes les plus sécurisées de France aujourd'hui. Je pense que vous avez eu vent de tous les problèmes qu'il y a dans le CHU avec les malwares. Là, il y a des gros problèmes de cyberattaque des CHU. Et avec, à l'état de l'art aussi, sur la plateforme d'un point de vue computationnel, donc avec la possibilité de mobiliser des clusters de GPU si vous avez de l'IA à faire tourner à grande échelle. C'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Troisième mission, évidemment, sur les données de santé. Donc on travaille de façon très rapprochée avec beaucoup de producteurs de données, plus d'une centaine, je pense, aujourd'hui, pour mettre en qualité, standardiser, rendre interopérable, shader les bases, et ainsi de suite. Et on a une mission d'animation de l'écosystème, de la donnée de santé, de l'intelligence artificielle, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Alors, juste une petite pub et qui a un petit lien direct avec notre réunion de ce soir. On organise, ça n'a pas été encore annoncé, donc ça va être annoncé parce qu'on n'a pas encore la date exacte, une école d'été qui s'appelle AI for Health, ça sera fin juin ou début juillet, organisée avec les instituts 3IA, en hybride à Paris. Et en prime time, je vous annonce, mais je ne veux pas donner les noms parce qu'on n'est pas totalement sûr, mais normalement il devrait y avoir un professeur vétérinaire qui va venir dispenser un cours magistral lors de cette école. Donc, typiquement, on crée des liens avec des pays étrangers. On a organisé une délégation au Japon, on a construit un partenariat avec eux, une délégation en Israël. On est en train, on a beaucoup d'acteurs, dont le vétérinaire bien sûr, mais beaucoup d'autres acteurs. On est en train d'essayer aussi de construire des partenariats actuellement. On a déjà un partenariat avec le Québec, on a fait un appel à projet autour de l'IA pour financer de la recherche avec de l'innovation sur les données de santé. C'est déjà quelque chose qu'on a fait. Et bien évidemment, on est extrêmement actif à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, en fait, on est vu comme des leaders du sujet, puisqu'en fait, c'est une grande fierté du Hub. Nous sommes aujourd'hui leader d'un très large consortium qui est en train de monter une préfiguration de ce qui devra être l'espace européen de données de santé. Un consortium qui rassemble 8 plateformes nationales de 8 pays différents comme le Hub, l'Agence européenne du médicament, des infrastructures de recherche européennes ou internationales, avec un double objectif, créer un réseau de ces infrastructures nationales et faire tourner 5 use cases, 5 projets de recherche qu'on fait tourner à l'échelle européenne. C'est des projets qui vont du Covid jusqu'à du cancer, qui mobilisent des données génomiques, des données médico-administratives, vraiment des choses extrêmement variées, de l'IA à de l'IA. Et l'idée étant qu'on peut montrer à quel point ça peut être potentiellement impactant de faire de la recherche
à un niveau européen, mobilisant des données européennes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. 2 ans pour faire ça, c'est un peu dur, je peux vous l'avouer, mais on y va. Ça a démarré il y a quelques mois. Aujourd'hui au Hub, on accompagne plus de 80 projets, certains portés par des startups, des grosses entreprises, des académies, des consortiums, des données d'imagerie, des données d'anapath, des données de parcours de soins, des données cliniques, des données de qualité de compte rendu textuel. Enfin voilà, on est extrêmement large. 60% font de l'IA. C'est vraiment un nombre assez important. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous les projets. Évidemment, il y a des thèmes qui ressortent, et dans les thèmes qui ressortent, c'est pas très original. Il y a des thèmes qui sont extrêmement porteurs aujourd'hui, et notamment vous avez les thèmes de table ronde là. Hein. Donc il y a un thème qui revient et qui est vraiment très actuel, qui est la médecine de précision ou la médecine personnalisée. Donc ça veut dire quoi? Ça dans la salle, moi je ne suis pas médecin, donc je vais essayer de vulgariser ce que ça veut dire. Excusez-moi si je ne suis pas très précis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus proposer un parcours de soins à quelqu'un sur une pathologie, mais en faisant un parcours de soins générique pour cette pathologie-là. On va dire non, on va vous proposer un parcours de soins qui est pour cette pathologie, pour telle pathologie, pour telle personne, par rapport aux spécificités de cette personne-là. C'est de la médecine personnalisée, c'est de la médecine de précision. Les premières applications, c'est évidemment en oncologie. Donc nous, on a des projets avec le CHU de Toulouse sur le cancer du sein, avec un très gros jeu de données de lame d'anapath, avec des dizaines de terras de données, justement, on travaille sur le parcours. On a un projet aussi de mémoire avec le Santé en Bérard, c'est un CLCC, sur le sarcome, donc c'est tout ce qui est cancer rare. Même chose, essayer, donc avec des données de diverses sortes, et notamment des données médico-administratives aussi, essayer de proposer le meilleur parcours de soins, le parcours de soins optimal pour un individu atteint d'un certain sarcome de la plateforme de sarcome. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je crois que c'est il y a les médecines augmentées. Voilà. Donc on va certainement parler, je pense, de dispositifs médicaux avec de l'IA. Ça, c'est évidemment des sujets extrêmement forts. Je voulais juste mentionner un sujet qu'on accompagne au Hub, porté par une start-up qui s'appelle Implicity. Eux, ils récoltent des données de temps réel de pacemakers, plus de 10 000 pacemakers, et je crois que ça y est, ils ont fini, enfin, ils sont sur le point de publier. Ils ont mis au point, ils sont en train de mettre au point un algorithme de deep learning, donc de réseau de neurones, pour évaluer le risque de complications cardiaques. Donc pour ça, on a dû shader leur grosse base de pacemakers avec des données en fait de la carte vitale. Les données de la carte vitale, c'est un petit bijou français. Un bijou français parce qu'en fait ça couvre à peu près toute la population. Parce qu'on a la chance en France, je pense que vous savez tous, tout le monde, à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tout. Donc du coup, en fait, en regardant les remboursements, on a une base absolument incroyable. Et très peu biaisée par rapport à si vous prenez une mutuelle américaine, où en gros vous trouvez des gens qui sont riches, jeunes et en bonne santé. Et où vous allez avoir du mal, quand vous allez apprendre avec de l'IA là-dessus, à généraliser. Donc ça, c'est quand même une belle spécificité française. Donc ce chaînage-là, parce que du coup, ils ont la complication cardiaque, et du coup, ils ont entraîné les algorithmes. Donc le genre de projet qu'on accompagne, on en accompagne beaucoup d'autres, on est en très fort lien avec l'écosystème de l'IA en France, de façon générale. On a même été mandaté par la stratégie nationale de l'IA pour faire un groupe de travail autour du TAL, traitement automatique de langage en santé, pour déployer un plan en 2022-2023. J'espère qu'il va être déployé, je ne peux pas du tout en parler aujourd'hui, mais un plan d'ampleur. Voilà, c'est vraiment des choses très importantes. Je ne vous embête pas plus, mais j'ai juste, en guise de conclusion, j'ai commencé par l'humain, j'aimerais terminer par l'humain. Parce que sur l'IA et la santé, le citoyen il est au centre. Le patient il est au centre, le citoyen est au centre et doit être au centre. Or le citoyen, il est aujourd'hui amené dans sa vie à faire des choix politiques, souvent qui ne sont pas si simples. Un exemple basique qui revient sans arrêt, est-ce que je partage mes données ou est-ce que je ne partage pas mes données? Voilà un exemple de choix cornélien qui devrait se faire de façon éclairée et qui malheureusement aujourd'hui, force est de constater, se fait essentiellement mu par des fantasmes qui soient soit utopiques, comme certaines personnes peuvent le raconter, certains prophètes de l'IA qui font énormément de mal à l'IA,
pense, et qui raconte que ça y est, le cancer va disparaître et ce genre de choses, donc il y a des gens qui ont ça à la tête, soit dystopique, Orwell, 1984, mes données vont aller chez l'assureur, ma prime d'assurance, ça va dépendre, ça y est, il va tout savoir, etc. C'est quelque chose qui est évidemment totalement interdit en Europe, et une faute extrêmement grave, moi, l'assureur de faire. Donc, c'est évident qu'il faut passer du temps pour expliquer aux citoyens les enjeux, comprendre, et pas orienter, ne pas dire il faut que tu partages des données, c'est super important, c'est une catastrophe de faire ça. Il faut expliquer les risques du partage, il y en a toujours des risques de partage de données, et des risques non-partage, dont on ne parle peut-être pas assez, parce que si on arrête de partager les données aujourd'hui, ça peut être assez catastrophique. Hein. Et puis sur l'IA, il faut arrêter de prophétiser, de regarder ce qu'on va réussir à faire bientôt, etc. Déjà, parlons de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et de ce que l'IA n'est pas capable de faire aujourd'hui. Ça permet de tracer des limites, parce qu'on confond tout. Le citoyen confond tout. Voilà. Je voulais terminer là-dessus, simplement pour vous dire, vous l'aurez compris, je pense que pour moi, la priorité des priorités sur tous ces sujets-là, c'est l'éducation du citoyen. Et l'éducation du citoyen, c'est pas on doit le mettre sur un notebook Python et lui apprendre à programmer en IA. C'est pas ça. C'est juste l'éclairer sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des données, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA. Ça, je pense que c'est des sujets tout à fait majeurs. Voilà. Donc je vais terminer, je suis aussi enseignant en IA et il y a un truc que je dis tout le temps à mes enseignants à mes élèves, pardon, et que je crois très très profondément. Vous êtes rien sans les experts. Voilà. L'IA ne va pas remplacer les experts. L'IA ne va pas du tout remplacer. On a plus que jamais besoin des experts avec l'IA. On a absolument besoin des experts. Et donc, je vais me faire tout petit et je vais essayer de laisser la place à un expert, parce que je pense qu'il a presque... Enfin, je trouve qu'il a plus de choses à dire que moi. Alors, je suis désolé, je prends ma petite note, parce qu'en fait, il a tellement de titres, l'expert en question, que je suis obligé d'avoir une... Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Alain Toledano, qui est directeur de la chaire santé intégrative du CNAM, président et cofondateur de l'Institut Raphaël, qui est le premier centre européen de médecine intégrative. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors ma filiation avec le Terre-Neuve, c'est que c'est l'université de ma petite sœur. Donc voilà, une filiation de cœur. Peut-être qu'on entend bien. Ça va, mieux. Alors quand vous commencez vos études de médecine, on vous dit deux choses. La médecine a deux ennemis, la superstition et l'héritage des anciens. Autrement dit, la religion et la tradition. Bon, après quoi, on vous enseigne tout de suite ce que disait Voltaire, l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Personne ici ne va le croire. C'est là où on a envie de retrouver ces traditions. En fait, c'est une belle façon de faire la différence entre croire et savoir. Dans une société profondément marquée par l'impact des réseaux sociaux en tout genre, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre ce qu'on croit et ce qui peut nous motiver. Et des fois, c'est puissant, une croyance. On ne peut pas. Quand on croit, on ne sait pas. Mais quand on sait, on sait. Et donc, c'est un plaidoyer pour qu'en France, en tout cas, on continue à installer une industrie de la santé qui fabrique des savoirs, des connaissances et qui fasse évoluer notre système de santé de façon globale. Alors, ce soir, c'est quelle technologie pour la médecine de demain? On me demandait en quelques minutes d'essayer d'évoquer la vision de la santé de demain. Alors, quand on essaie d'être un peu prospectif, la vision, c'est finalement on interroge sur quelles sont vos représentations mentales de la santé, en essayant de pondérer ça avec ce que vous imaginez comme évolution pour demain. Alors, il faut tout de suite se demander d'abord, on a tous des façons différentes d'entrevoir nos futurs. Il y en a qui imaginent leur futur en continuité, qui imaginent la rupture. Il y en a qui imaginent bien qu'il va y avoir des innovations qui vont nous bouleverser. Et pour certains, c'est incrémental, c'est petitement. Pour d'autres, c'est vraiment révolutionnaire. Il y en a qui attendent le changement immédiatement. Il y en a pour qui ça va être différé. Donc c'est très important qu'ensemble on fasse ce travail aujourd'hui. Quelle vision de la santé de demain? Alors, on va prendre quelques exemples. Quand on pense à demain, finalement,
c'est une façon de remettre au goût du jour ce qu'on a déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, on peut séquencer les 3 milliards de paires de base des 25 000 gènes de l'ADN. Je salue le professeur Daniel Cohen, notre maître en génétique qui est venu par âge. Voilà, il est là. Il est discret là. Donc c'est vrai qu'on peut séquencer ces gènes. Et aujourd'hui, on a des ciseaux moléculaires qui nous permettent de couper les gènes. On peut éditer du génome, on peut remplacer un gène, l'anémie simple, qu'on appelle la thalassémie. On peut commencer à travailler sur les embryons, sur la thérapie génique, déjà. Déjà aujourd'hui, on a des programmes en immunité antitumorale, en vaccination antitumorale, et vous voyez des résultats spectaculaires dans les leucémies aiguës, avec des résultats de plus de 80% de cellules qu'on a pu récupérer dans le sang, on a pu entraîner à combattre les cancers, les fameuses CAR T-cells que beaucoup connaissent. Et déjà, on commence à avoir des autorisations de mise sur le marché. Déjà, aujourd'hui, on peut fabriquer en 3D des médicaments. Donc, il y avait en 2015 avec le MIT, on compare souvent le Ternium, et développé un médicament, un antiépileptique, qui a eu l'autorisation qu'on n'arrivait pas à fabriquer, mais sauf en imposant des couches successives, on a fabriqué un antiépileptique très puissant. Alors, c'est des médicaments fabriqués en 3D, il n'y a pas de stockage, on choisit notre posologie, et surtout, imaginons bien qu'on va pouvoir fabriquer en 3D des médicaments qu'on va ultra cibler, parce que tous les jours, déjà, on fait le séquençage génétique de nos tumeurs. Et on a 2000 médicaments en cours, d'études et de recherches, une centaine de gènes actionnables. Voilà. Donc, quand on veut parler du futur, il faut déjà qu'on s'approprie l'existant. Il n'y a pas que l'industrie du médicament ou de la biologie, il y a déjà des robots chirurgiens qui vont avec des algorithmes, des caméras et des bras robotisés opérer. Il y a une superbe intervention à Amiens comme ça qui a fait une scoliose avec des petites incisions et corriger une déviation vertébrale. Des gens qui suivent radiothérapeute aussi. On a des robots de radiothérapie qui détectent le mouvement des cibles, qui adaptent leur tir au mouvement des cibles avec une précision au demi-millimètre sur cible mobile. Quand vous avez une tumeur à 2 mm du nerf optique, on peut garder la vue et traiter la tumeur. Alors, bien sûr qu'il y a tout ça, mais j'ai envie de dire pourtant. Après, déjà, c'est pourtant. Pour raconter l'histoire d'hier. Hier, on a un patient vraiment fait de technologie qui a ce qu'on appelle une ACFA, une arythmie complète par fibrillation auriculaire. C'est un trouble du rythme cardiaque qui nécessite qu'on fluidifie le sang. On donne des anticoagulants pour éviter que le sang se cristallise et qu'on ait des embolies. Il était très content parce qu'il est piloté, monitoré à distance. Il y a à peu près 40 personnes qui sont au courant de ses tracés électrocardiographiques. Il est ferrutech qui contrôle ça de son smartphone. Sauf qu'il y a un tapis mal foutu chez lui, il tombe, il se fait mal à la tête, il est aux urgences hier soir, et personne n'a vu cette nuit. Il a fait ce qu'on appelle un hématome sous-dural, et ce matin il est mort. Donc bien sûr qu'il a été monitoré avec la super techno, sauf qu'il n'y a personne qui lui a dit bonjour, après avoir passé 9 heures aux urgences, sous anticoagulant avec un hématome sous-dural. Pourtant, on a aussi cette femme qui pilote, véridique de ce matin, qui pilote son diabète sur son smartphone avec ses injections d'insuline, qui en plus faisait partie d'un programme qui s'était fait diagnostiquer un cancer du sein par intelligence artificielle. Et cette dame-là, elle vient avec un cancer du poumon, quand tu discutes avec elle, ben, tu te rends compte pourtant qu'il y a énormément de facteurs de risque qu'on a laissés de côté, sur lesquels on ne travaille pas. Cette femme-là qui ne fume pas, a une brûle de l'encens chez elle en permanence. Et vous savez qu'une heure de brûle de l'encens, c'est 12 cigarettes. Vous savez que la pollution tue 9 millions de personnes par an dans le monde et 100 000 en France. Vous savez que cette femme-là qui habite sur le périph', il y a une toxicité sonore qui fait qu'elle a augmenté son risque de mortalité. Et on voit bien que cette santé environnementale qu'on n'a pas vraiment bien apprise dans nos facultés de médecine, c'est 25% des décès dans le monde, c'est 13 millions de décès, c'est 25% des facteurs de causalité des maladies chroniques, qui touchent 20 millions de Français. Donc, on a une hyper-technologie très pointue, mais qu'on doit intégrer dans un système. On sait déjà que 40% des cancers sont évitables. On sait déjà que 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Mais pourtant, on n'a fait que 3% de nos budgets à la prévention. On sait déjà très bien faire des télésuivis. Et
il y a beaucoup de gens dont c'est le cœur de métier, on voit des solutions toutes plus intelligentes les unes que les autres. Et je vais vous dire pourquoi je ne les mets pas. Parce qu'en général, sur le milliard de consultations médicales par an en France, 50% c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Et en général, qu'on ait ou pas un super télésuivi, on coupe la parole au patient de 23 secondes en moyenne. Et on prescrit des médicaments dans 90% des cas. Quand on jette une boîte sur deux à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Ça pourrait nous faire du développement, ça. Donc la vraie question de la santé de demain, c'est pas est-ce qu'on va arriver à être performant sur le plan technologique, c'est quel système de santé on a envie de construire pour intégrer ces technologies. Alors on a vu qu'il y a une première génération de tech, on mesurait, on captait, on transmettait, on analysait, on stockait, et tout le monde s'est approprié les concepts de l'anormalité. C'est très bien, c'est une éducation globale. Et on voit maintenant qu'on développe du service en santé, de la thérapie digitale, on fait des belles analyses de corrélation avec toutes nos data. Nos copains allemands, ils ont une centaine de thérapies digitales remboursées, mais personne ne peut les utiliser. Le système n'est pas prêt pour les utiliser. Donc on a de la chance quand même en France. On a un système accessible et solidaire. 300 milliards d'euros. Plus de 3000 hôpitaux, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes. 40% veulent changer de métier par crise de sens. Et ce système nourrit le mécontentement des usagers, la frustration des professionnels. Il est marqué par des rigidités d'organisation et des tensions financières. C'est quoi le système de santé qu'on veut? Comment on va faire pour pouvoir les intégrer, ces technologies? À chaque fois qu'on reçoit quelqu'un avec une app ou une grande intelligence techno, c'est comment on va faire pour passer le levier financier, se faire rembourser, faire la culbute, et finalement, quelle est la valeur clinique? Comment on va l'intégrer? Dans quel système on va fabriquer pour arriver à intégrer tout cela? Je voudrais juste terminer en disant que notre sujet aujourd'hui, c'est un sujet de santé. La santé n'est pas l'absence de maladie, et la santé n'est pas le silence des organes. La santé va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale. Et qu'investir tous ces champs de la santé, intégrer toutes ces dimensions, cette santé intégrative, c'est un travail qu'on doit fabriquer pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. C'est Canguilhem qui disait « Rien n'est apparu dans la science qui n'est d'abord apparu dans la conscience ». Donc il va falloir qu'on réhumanise notre santé. La délégation des tâches répétées à nos outils numériques va nous aider ou pas à réhumaniser notre santé en fonction de ce qu'on va donner comme tonalité à nos actions. Mon maître Emmanuel Levinas nous a enseigné la doctrine de l'éthique d'autrui. On a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Se focaliser aujourd'hui sur la maladie et pas sur l'individu peut détériorer, va détériorer notre système et nos finances. On était premier en santé dans les années 2000, dans les meilleurs classements, on n'est même pas 15e, alors qu'on augmente nos dépenses. Donc c'est pas la peine d'aller rembourser 200 thérapies digitales en plus avant d'avoir reformulé notre doctrine de système de santé. Et pour terminer, ce qui doit nous porter, à mon sens, demain, c'est l'éthique du care. Donc il y a le soin, il y a le prendre soin. C'est une nouvelle éthique, tous ensemble, qui doit aller vers plus d'attention particulière, plus de disponibilité affective, plus de responsabilité émotionnelle. Une reconnaissance du choix relationnel, c'est ce qui va faire que la santé de demain va nous permettre de retrouver nos galons, pays des droits de l'homme, pays des Lumières, pays qui, même avec 11% de son PIB, n'arrive pas à créer un contentement en santé. On sait aujourd'hui que grâce à la médecine moderne, on a augmenté l'espérance de vie à 80 ans, c'est magnifique. Mais on n'a pas augmenté l'espérance de vie en bonne santé. On crée des cohortes de maladies chroniques qu'on a envie de perfuser à coups de dispositifs et de médicaments. Et donc il va falloir qu'on fasse un travail d'introspection pour transformer notre système de santé, pour qu'on puisse, au lieu de faire un colloque en disant quelle technologie pour la médecine de demain, c'est quelle médecine pour intégrer les technologies de demain. C'est tout le mal que je souhaite et au Ternion et à tous les chercheurs ici présents,
pour qu'on ne se déconnecte pas du patient et de son projet de vie et de la clinique en général. Je vous remercie.